Cette semaine, on va parler d'un grand classique qui est pourtant encore assez méconnu ici, outre-Atlantique. Il s'agit de Christopher Wilder, un redoutable tueur en série qui a enlevé une dizaine de jeunes femmes, mais pas n'importe lesquelles. Il ne voulait que les plus belles, alors c'est entre autres lors de concours de beauté qu'il choisissait minutieusement ses victimes, d'où son nom, le Beauty Queen Killer, le tueur de reines de beauté en français. Se lançant dans une cavale meurtrière grâce à sa fortune, il figurera dans la liste ô combien sélecte des 10 criminels les plus recherchés des États-Unis. Découvrez aujourd'hui la longue et terrible histoire du Beauty Queen Killer. Alors j'en profite les amis pour vous parler de notre générique, chose que je n'ai pas fait en un an. Voilà, je tiens à remercier mon ami Maxime Shermat, pour nous avoir pris en photo, voilà, sans rien demander en échange. Je m'étais dit qu'un jour ce serait quand même sympa de parler de son Instagram et de son TikTok. Et donc c'est fait, voilà, merci Maxime, je sais que tu passeras par là. Il est là à Will of Green par exemple, on l'avait pris avec mon ami. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en barre d'infos, il fait de magnifiques photos. Deux jeunes femmes vont une à une se volatiliser dans les années 80 aux États-Unis. Leur point commun, elles sont toutes jeunes et particulièrement jolies. Et un à un, les corps sont retrouvés et très vite face à leur nombre qui ne cesse de grimper, les policiers vont rapidement suspecter qu'ils ont affaire à un redoutable tueur en série. Et ils ont raison. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir la genèse de ce tueur qui a grandi loin, mais très loin des États-Unis, en Australie. Et on ne sait pas grand-chose sur l'enfance de cette graine de criminel. Voici donc ce que l'on sait. Christopher Wilder a vu le jour le 13 mars 1945 à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud. Il est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Son père, Coley Chapman Wilder, est un officier de la marine d'origine américaine, alors stationné dans une base australienne. Il est âgé de 26 ans au moment de la naissance de son fils. Quant à la mère, June Decker, elle est d'origine australienne, mère au foyer, et elle a 20 ans au moment de l'accouchement. Donc Wilder est leur premier enfant, et l'accouchement est si catastrophique que Wilder était à 2 doigts d'y perdre la vie. Il sera néanmoins sauvé et rebelote à l'âge de 2 ans. Laissé sans surveillance, il manque de justesse de se noyer dans une piscine. Décidément, le destin a l'air de s'acharner et on peut dire, rétrospectivement, qu'au moins 8 vies auraient été sauvées s'il y avait laissé la sienne. Wilder dira plus tard que cet événement, bien qu'étant intervenu très tôt dans sa vie, a laissé des traces de traumatisme. Il est décrit comme un enfant à la santé fragile et chétif. Il va énormément déménager pour le travail de son père, aux États-Unis, en Asie, avant que finalement son père ne prenne sa retraite et ne s'établisse pour de bon à Sydney. Et en grandissant, sa carrure va devenir de plus en plus imposante. Il est bien loin l'enfant chétif. Et c'est dès l'âge de 17 ans qu'il va commencer à s'en prendre aux femmes. Il semble déjà dénué d'empathie puisque les faits sont cruels. C'est avec 2 amis qu'il va attirer une jeune fille du coin, âgée de seulement 13 ans, sur une plage isolée, non loin d'une carrière d'eau, et ils vont l'abuser collectivement. La victime traumatisée ira avec ses parents pousser la porte d'un commissariat pour les dénoncer. Les 3 seront alors arrêtés. Malgré l'évidence, ils vont nier, et plus tard, Christopher admettra sa culpabilité. Il sera soumis à une expertise psychologique et le psy a décrété qu'il ne représentait aucun risque de récidive. Ajoutez à cela que c'est sa première infraction, donc il va bénéficier de l'indulgence du juge qui ne le condamnera qu'à une peine de sursis. Il aura néanmoins l'obligation de se soigner et il recevra comme traitement pour soigner ses déviances une thérapie par électrochoc, mais manque de bol, selon Christopher, ça n'aurait fait que les amplifier. Alors il faut tout de même préciser qu'un journaliste, Duncan McNabb, fera bien des années plus tard des recherches et selon lui, il n'y a aucune preuve de ce traitement. Et pareil pour la noyade. Lui pense que ce ne sont là que de pures inventions, alors il est utile de prendre tout ça avec des pincettes. Et c'est 6 ans plus tard, à l'âge de 23 ans, en 1968, qu'il se marie. Il a rencontré sa femme cette même année en l'accostant sur une plage et elle va le quitter 1 semaine seulement après le mariage en découvrant, horrifié, qu'il est suspecté dans une série d'agressions sexuelles ayant eu lieu
dans les environs de Manly Beach, à savoir non loin de chez eux. Mais en réalité, elle n'a pas découvert que ça, elle a aussi découvert qu'il avait essayé d'avoir des rapports intimes avec sa belle-mère ainsi que sa belle-sœur, et elles avaient toutes les deux fermement refusé ses avances. Mais aussi et surtout, elle a trouvé une mallette cachée dans sa voiture où dedans, il y avait des photos de jeunes femmes en sous-vêtements, certaines en maillot de bain, et pas n'importe lequel, non, le sien. Mais ce n'est pas tout, elle déclarera plus tard que si elle a fui, c'est aussi parce qu'il était extrêmement violent. Il aurait par 2 fois essayé de la tuer, elle est donc partie du jour au lendemain sans rien dire à personne et elle s'est cachée de longs mois de peur qu'il ne la retrouve et qu'il ne lui fasse du mal. Et elle dira plus tard être certaine que c'est bien lui le responsable de la série d'agressions de Manly Beach. Et c'est dès l'année suivante, en novembre 1969, que Wilder, âgé de 24 ans, est de nouveau accusé. Une jeune étudiante infirmière porte plainte contre lui au motif qu'il a en sa possession des images compromettantes d'elle. Des images où elle est dans le plus simple appareil et qu'il a utilisé ces images pour la faire chanter. Elle explique qu'il a menacé de les dévoiler à ses proches si elle refusait d'avoir des relations intimes avec lui. Christopher est alors arrêté et écroué dans l'attente de son procès, mais les charges seront abandonnées la même année au motif que l'étudiante a refusé de venir témoigner à visage découvert lors de son procès public. Elle a bien tenté d'expliquer au juge que venir témoigner dans le cadre d'une audience publique risquerait d'avoir de graves conséquences pour elle, ça ruinerait sa réputation. Elle a donc demandé à pouvoir témoigner en gardant l'anonymat, chose qui a été refusée et l'affaire a été abandonnée. Voilà donc Wilder libéré. Mais comme désormais il est surveillé de près par les autorités locales, qu'il est un peu considéré comme le loup blanc, il décide de se mettre au vert et s'envole donc pour les États-Unis cette même année. Il va s'établir à Boynton Beach dans le comté de Palm Beach en Floride et il devient entrepreneur en électricité. Il investit ce qu'il gagne dans l'immobilier et après avoir travaillé de manière acharnée et fait les bons placements, le voilà rapidement à la tête d'une véritable fortune. Il s'installe alors dans une somptueuse maison au bord de l'eau avec piscine. Il achète des voitures de luxe, des voitures de course, il achète un bateau. Voilà qu'il a désormais des airs de Golden Boy. Il enchaîne alors les conquêtes et il en profite aussi pour voyager. Et en parallèle, il s'intéresse toujours plus à la photographie. Il s'y intéressait déjà du temps où il vivait en Australie, vu les photos retrouvées dans sa mallette, ainsi que le témoignage de l'étudiante infirmière. Il organisait donc déjà des séances de shooting lorsqu'il était en Australie. Et quand il arrive aux États-Unis, il va continuer. Il va troquer son vieil appareil pour les modèles les plus haut de gamme. Il installe même une chambre noire dans l'une des chambres de sa maison pour pouvoir développer ses photos lui-même. Il a désormais tout le nécessaire pour faire des photos aussi qualitatives que celles des magazines. À première vue, il a tout pour être heureux, les femmes, l'argent, mais pas la santé mentale, puisque les relations consentantes, dans le fond, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il aime, c'est voir l'autre souffrir. Il tire son plaisir dans la souffrance de son partenaire. Alors, les petites copines, c'est bien, et il en aura, mais les victimes non consentantes, c'est mieux. Et monsieur a des goûts de luxe, il n'aime que les très belles femmes. Alors il a l'idée d'aller les chercher là où il y en a à foison, à savoir les concours de beauté ou en postant des annonces pour attirer des apprentis mannequins. Et pour pouvoir piéger au mieux ses futures proies, il a l'idée d'acheter une grande camionnette afin d'y installer à l'arrière un studio photo. Son but, attirer de jeunes femmes dans ce camion sous le prétexte de leur proposer une séance photo avant d'abuser d'elles et de pouvoir se carapater au plus vite. Ainsi, il n'aurait qu'à choisir celle qui lui tape dans l'œil, au hasard dans la rue, à tout moment. Et s'il attire l'attention des autorités en 1971, seulement 3 ans après son arrivée, on pense qu'il a probablement commencé à sévir dès son arrivée. Mais qu'il n'a pas été identifié dans plusieurs affaires, sans compter celles où les victimes ne poussent jamais la porte du commissariat, de peur d'être jugées et ostracisées. C'est donc à partir de 1971 et pendant les 4 années à venir qu'il sera accusé dans plusieurs affaires, tantôt d'inconduite sexuelle, tantôt d'outrage aux bonnes mœurs. Et même s'il sera reconnu coupable dans plusieurs de ces affaires, il va plutôt bien s'en sortir, puisqu'il ne sera jamais condamné à aucune peine de prison ferme. Et c'est en 1975, alors qu'il est âgé de 30 ans, qu'il fait face pour la première fois depuis son arrivée sur le sol américain à des accusations
de viol. Une jeune femme explique aux policiers qu'alors qu'elle était tranquillement en train de se balader dans la rue, un homme l'a accostée. Il avait un appareil photo à la main et il lui a proposé de poser pour lui, insistant sur le fait que ses clients recherchaient un modèle et qu'elle correspondait en tout point au profil du modèle recherché. Il lui avait donc proposé de faire des essais, là, maintenant, tout de suite, et à l'arrière de son camion stationné non loin, lui garantissant au passage d'être payé pour cette séance et bien évidemment un magnifique contrat de mannequin. Il avait selon elle l'air sérieux et donc attiré par les sirènes d'une éventuelle carrière dans le domaine de la mode, elle a accepté et c'est une fois dans le camion qu'elle s'est rendue compte de son erreur. Après avoir pris quelques clichés, il s'est jeté sur elle et l'a violée avant de la libérer. Et grâce à la description du véhicule, les policiers réussissent à remonter jusqu'à Wilder. Il est parfaitement reconnu par la plaignante, il sera condamné, mais il va une fois de plus échapper à la prison. Il n'écopera encore une fois que d'une peine avec du sursis. Imaginez, il est impliqué dans tout un tas d'affaires et jamais on ne le condamnera à de la prison ferme. Il va donc continuer son petit bonhomme de chemin, passant entre les mailles du filet carcéral. En 1977, au détour d'une énième affaire de mœurs, il sera néanmoins soumis à une expertise psychologique et le psychologue est catégorique. Il a en face de lui un redoutable prédateur qui présente des pathologies mentales inquiétantes. Il observe chez lui un besoin extrême de domination, tirant son plaisir dans l'objectification de l'autre. Son désir, c'est de voir les femmes à sa merci et sans défense. Le psychologue explique qu'il présente un vif attrait pour les relations intimes brutales impliquant le besoin de gifler, de donner des coups de pied et de tordre les mamelons pendant l'acte. Les conclusions du psychologue sont les suivantes. Il est récupérable à la seule condition qu'il soit écarté de la société le temps d'être soigné, et ce, dans une structure fermée, suivant un programme intensif et rigoureux lui permettant de soigner ses déviances. Le cas contraire, il présente un risque évident pour la société et surtout pour les femmes. Malheureusement, ces recommandations, celles du psychologue, ne seront pas appliquées par le juge et après un bref séjour derrière les barreaux, Wilder est de nouveau libre. Il disparaît alors des radars de la police jusqu'en 1982, alors qu'il est âgé de 37 ans. À ce moment, il est en Australie pour rendre visite à ses parents. Et il va profiter de son séjour pour baratiner deux adolescentes de 15 ans avec son histoire de mannequinat et de photos. Il les a alors accostées sur la plage de Manly Beach. Souvenez-vous, c'est justement à Manly Beach qu'avait eu lieu 14 ans plus tôt la vague d'agression sexuelle pour laquelle il avait été suspecté et dont son ex-femme pense qu'il est à ce jour le responsable. Il a convaincu ces deux adolescentes de le suivre dans sa location avec la promesse de faire de magnifiques clichés et de signer un contrat de mannequin. Et alors qu'elles posaient tranquillement, il les a forcées à poser dans le plus simple appareil. Sur les indications des jeunes filles, les policiers vont sans mal remonter jusqu'à lui, et comme il a un casier judiciaire bien rempli, il est de suite placé sous les verrous dans l'attente de son procès. Les policiers australiens prennent l'affaire très au sérieux, mais la justice un peu moins, puisqu'il bénéficiera d'une libération sous caution dans l'attente de son procès, caution alors payée par ses parents, qui sont venus le sortir de là en 4e vitesse. Bingo pour Wilder, il comprend alors qu'il doit partir au plus vite, mais sa libération sous caution est accompagnée d'une interdiction de quitter le territoire. Wilder va alors demander une dérogation afin qu'il puisse retourner aux États-Unis. Elle sera acceptée. Donc, il est autorisé à quitter le territoire dans l'attente de son procès, mais si le moment venu, au moment de l'audience, il ne se présente pas au tribunal, il sera sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Donc à la moindre arrestation aux États-Unis, il sera extradé vers l'Australie. Mais il va se passer deux choses bien malheureuses. La première, c'est que le traitement de cette affaire va traîner en longueur et Wilder, il va faire tout son possible pour que son avocat puisse la faire traîner, qu'elle puisse être retardée au maximum. L'audience n'aura donc pas lieu avant plusieurs années et d'ailleurs, vous verrez plus tard qu'elle n'aura en réalité jamais lieu. Donc Wilder ne sera jamais sous le coup d'un mandat international. Et la deuxième chose, c'est que comme la date d'audience approche de plus en plus, elle n'est pas fixée, mais il sait qu'il ne pourra pas éternellement la faire décaler, il va prendre une terrible décision, celle de tout abandonner pour partir en chasse. Et cette fois, il tuera ses victimes. Et comme il adore faire souffrir l'autre, il ne prendra que plus de plaisir.
Donc il va se préparer, vendre sa société, et c'est 2 ans après, en 1984, qu'il se lance. Et pas à moitié, puisqu'encore une fois, il y consacre tout son temps et toute sa fortune. Il est désormais riche, donc il n'a plus besoin de travailler. Il devient donc prédateur à temps plein et il sera, vous le verrez, extraordinairement prolifique. C'est donc 2 ans après l'affaire de Manly Beach en Australie qu'est répertorié son tout premier meurtre. Le 26 février 1984, Rosario Teresa González, 20 ans, disparaît sur son lieu de travail. Ce jour-là, elle est chargée de distribuer des échantillons d'aspirine lors du Grand Prix de course automobile de Miami. C'est là un emploi temporaire, payé $200 la journée. Elle fait alors partie de ces belles plantes censées attirer le chaland grâce à leur grande beauté. Et à la fin de sa journée, alors qu'elle est censée rentrer chez elle entre 17h et 18h, elle ne rentre pas. Elle habite alors chez ses parents à Homestead. C'est situé à environ une demi-heure de son lieu de travail. Et en cas de retard, elle avait pour habitude de toujours prévenir ses parents. Et pour vous la présenter en 2 mots, c'est quelqu'un de sérieux, qui venait tout juste de se fiancer. Elle avait quitté avec sa famille la ville de Cuba et avait emménagé aux États-Unis 5 ans plus tôt, à l'âge de 15 ans, d'abord au Massachusetts, avant de s'établir à Miami, rejoignant ainsi une partie de sa famille avec ses parents. Et la seule chose que vont découvrir les enquêteurs au moment des faits, c'est que Rosario a été vue quittant le Bicentennial Park, où se tenait la course entre midi et 13h en compagnie d'un homme, un homme caucasien d'une 30aine d'années. Quant au véhicule de Rosario, une Oldsmobile Cutlass bleue de 1980, il sera retrouvé abandonné un peu plus loin, garé devant un hôtel de la ville, le Dupont Plaza. À ce jour, Rosario est considéré comme décédé, mais sachez donc que jamais son corps ne sera retrouvé. Et si les enquêteurs imputent avec certitude ce crime à Wilder, c'est parce qu'ils découvriront plus tard qu'il était présent au Grand Prix ce jour-là. Et non pas en tant que spectateur, mais en tant que coureur automobile. Il était donc sur la ligne de départ, en bon passionné de voitures de course qu'il est. Grâce à sa fortune, il s'était offert un magnifique bolide, une Porsche 911, et donc de ce fait, ce jour-là, il concourait dans une catégorie bien spécifique, la IMSA GTU. Et c'est lors de cet événement qu'il a repéré la magnifique Rosario. Vous connaissez désormais son mode opératoire, photo, puis contrat de mannequin, et la pauvre Rosario rêvait justement, et depuis des années, de percer dans le mannequinat. Alors c'est sans aucun mal que Wilder l'a convaincu de le suivre. Et la suite, comme je vous le disais, on ne le saura jamais. On ne sait pas donc où il l'a attiré, ni comment il l'a tué et ce qu'il a fait de son corps. Et vous savez à quel événement Rosario avait participé 2 ans plus tôt au concours de beauté de Miss Floride, auquel avait justement participé la même année une certaine Elizabeth Kenyon, 23 ans, qui va elle aussi mystérieusement disparaître seulement 8 jours après Rosario, et qui n'est autre, tenez-vous bien, que l'ex-petite amie de Wilder. Et ça, au moment de leur rencontre, peut-être que Rosario et Wilder s'en sont rendus compte, auquel cas, ça a dû encore plus rassurer Rosario. Et dans l'affaire d'Elizabeth, là encore, son corps ne sera jamais retrouvé. Et voilà ce qu'il s'est passé. Au moment de sa disparition, Elizabeth, une magnifique jeune femme adepte des concours de beauté, qui souhaitait aussi percer dans le mannequinat, au moment de sa disparition, elle est enseignante à l'école secondaire de Coral Gables et elle était en charge d'un groupe d'élèves ayant des besoins spéciaux. Donc elle n'intervenait pas tous les jours. Avant ça, elle avait décroché sans aucun mal son bac. Au lycée, elle était populaire. Voilà, elle était même la chef d'équipe des Pom Pom Girls, c'était la number one. Et puis, elle a décroché son diplôme d'enseignement à l'université de Miami. Et avec son physique avantageux, elle avait participé à des shootings photos et autres concours de beauté en parallèle à ses études. Et elle était si belle qu'elle avait fini finaliste du fameux concours de Miss Floride, donc 2 ans avant sa disparition. Et elle a fait la rencontre de Christopher Wilder. Quand, comment, on ne sait pas, mais les deux n'ont pas habité ensemble. Et d'ailleurs, ils se sont fréquentés une poignée de mois. Elle habitait alors en colocation dans un appartement d'Ivery Road à Coral Gables, juste au sud de Miami. Et Christopher a eu un tel coup de cœur pour Elizabeth que fou d'amour, il l'a demandé en mariage alors que les deux commençaient à se fréquenter. Mais Elizabeth a refusé. Elle ne voyait pas les choses de la même manière que lui. Elle le trouvait finalement un peu trop âgé pour envisager un avenir avec lui. Elle était âgée de 23 ans et lui de 39 et ce refus a mis fin à leur relation. Et Christopher n'a pas digéré ce refus, ça l'a même mis en colère au point où il a décidé de l'éliminer.
Et il a savamment préparé son coup, sans difficulté puisqu'il connaît ses habitudes. La seule chose que l'on sait, c'est que le lundi 5 mars 1984, à 15h, elle venait de finir sa journée de travail à l'école où elle travaillait, et en partant, elle a discuté avec l'agent de sécurité. Voilà, de tout et de rien, il l'a vu se rendre à sa voiture, alors garée sur le parking de l'école. Et c'est la dernière fois que quelqu'un de son entourage la verra vivante. Mais ce n'est pas ce jour-là qu'elle a disparu. On sait que, à partir de là, elle n'a plus remis un pied à son domicile et son absence n'a pas inquiété sa colocataire qui a simplement pensé qu'elle était partie rendre visite à ses parents. D'ailleurs, il arrivait à l'une comme à l'autre de s'absenter comme ça plusieurs jours sans qu'elle ne s'alarme. Et la dernière fois qu'Elisabeth sera aperçue vivante, c'est à la station-service de sa ville où elle a l'habitude de se rendre. Elle conduit alors sa voiture à elle. La pompiste se souvient l'avoir vue discuter avec un homme qui conduisait une Cadillac Eldorado, homme qu'elle identifiera plus tard, quand il fera la une des journaux, comme étant Wilder. Elle s'est souvenue que les deux discutaient d'un photographe qui avait pris Elisabeth en photo, puis Elisabeth a discuté un peu avec la pompiste. Elle lui a dit se rendre à l'aéroport. C'est Wilder qui a payé son essence, puis les deux sont partis chacun dans leur voiture en direction de l'aéroport. Et ce n'est que le lendemain, le 9 mars, que ses proches se rendront compte de sa disparition lorsqu'elle ne se présentera pas au travail. Quant à son véhicule, il sera retrouvé 2 jours plus tard, garé à l'aéroport de Miami. Et plus jamais elle ne réapparaîtra. Et encore une fois, son corps ne sera jamais retrouvé. Alors qu'a-t-elle fait pendant ces 2 jours? On ne sait pas. Elle les a peut-être sans doute passés avec Wilder. Une chose est sûre, elle ne prévoyait pas de voyager, puisqu'aucun billet n'était enregistré à son nom et qu'elle n'avait aucun bagage, même pas son sac à main qui était resté à son appartement. Elle avait simplement sur elle un sac de sport, une tenue de sport et un fer à friser. Et selon ses parents, elle les aurait prévenus dans le cas où elle comptait s'absenter longtemps ou voyager. Elle n'avait jamais manqué de le faire auparavant. Et encore une fois, on ne sait pas quand, ni comment, ni où il a réussi à s'en prendre à elle et aussi comment il s'est débarrassé d'elle. Et pendant ce temps, les policiers ne se doutent pas qu'un tueur en série est très actif dans la région. Wilder est plus que jamais en chasse puisqu'il va récidiver à la vitesse de l'éclair. Seulement 10 jours plus tard, le 18 mars, il s'en prend à une autre jeune femme, Teresa Ann Ferguson, 21 ans. Elle disparaît à 3 heures de route de Miami. Alors qu'elle est au centre commercial de Merritt Square, dans la ville de Merritt Island, toujours en Floride, en train de faire des emplettes, Wilder la remarque. Elle est belle, elle a de longs cheveux noirs, un visage d'ange. Elle lui tape dans l'œil, alors il va faire ce qu'il sait faire de mieux, lui promettre monts et merveilles dans le mannequinat au détour d'une séance de photos. Et la pauvre ne se méfie pas, elle accepte de le suivre jusqu'à sa voiture. Où l'emmène-t-il? En tout cas, ils n'iront pas bien loin puisque son corps sera retrouvé à 1h20 de là, dans un marais de Haines City. Et seul son corps témoigne de son calvaire. Elle a savamment été entravée avec une corde qui lui a entravé à la fois les mains, les pieds et le cou. Elle présente des traces d'agression sexuelle et elle présente des ecchymoses et des traces de brûlures sur le corps et le visage, indiquant que sa mort a été particulièrement violente. C'est donc un véritable calvaire que lui a fait endurer Wilder. Et la mère de Teresa sera forcément folle de douleur. C'était là sa fille unique. Et elle a dit croire perdre la tête lorsqu'elle a découvert ce qui était arrivé à Teresa. Elle avait l'espoir de la retrouver vivante et elle affirme depuis avoir plusieurs fois ressenti la présence de sa fille à la veillée funéraire, puis au travers de lumières qui s'éteignaient et se rallumaient sans raison, ou en sentant l'odeur de son parfum au détour d'une brise d'air. Et elle est convaincue qu'elle repose en paix et un ami à Teresa va quant à lui affirmer l'avoir aperçue après son décès vêtue d'une robe noire avec des paillettes se tenant debout près d'une piste de danse. Il parle d'une apparition et on pense qu'il ne l'a pas retenue captive très longtemps puisque même si son corps a été retrouvé plus tard, lui, il est déjà 2 jours après sa disparition en chasse. Nous sommes alors le 20 mars 1984. Donc à peine il en a fini avec l'une qu'il en chasse déjà une autre. Et il va rester dans le même secteur, toujours en Floride. Ce jour-là, il repère Linda Grober, une jolie petite blonde aux yeux bleus et à la peau dorée.
C'est une étudiante de 19 ans qui étudie et loge à quelques minutes de là à l'Université d'État de Floride. Ce jour-là, elle a pris sa voiture direction le centre commercial dans l'intention d'acheter un cadeau à son petit ami, Eddie, pour fêter leurs 5 ans et demi de relation. Les deux, profondément romantiques, ne fêtaient pas que les années passées ensemble, ils fêtaient aussi les demi-années. Et d'ailleurs, ça faisait bien rire ses copines de fac qui la taquinaient sans arrêt avec ça. Donc Linda lui avait confectionné un bel album photo, décoré de tout un tas de clichés d'eux. Ils étaient en couple depuis ses 14 ans. Elle l'aimait comme au premier jour et elle avait l'habitude de dire qu'il serait le premier et le dernier homme de sa vie. Et alors qu'elle déambule dans le magasin Mass Brothers à la recherche d'une carte de vœux, elle est accostée par Wilder. Et je vais reprendre un extrait du livre The Pretty Girl Killer d'Andrew Barnes, dont un extrait est repris par le Daily Telegraph et qui retranscrit fidèlement le déroulé des événements. On pense que c'est donc probablement comme ça, à quelques détails près, qu'il aurait agi avec ses précédentes victimes. Avec le léger zozotement qui le caractérise, il va dire à Linda « Excusez-moi de vous déranger, je suis photographe de mode. Et je cherche un nouveau visage dans le cadre d'une mission pour un grand magazine. Et je pense que vous êtes exactement ce que je recherche. » Alors il a l'air poli, propre sur lui, costume cravate, bottes de cow-boy, moustache et barbe parfaitement taillées. Il arbore une énorme bague en diamant à l'auriculaire, une superbe montre en or. Et il a aussi un énorme appareil photo à l'épaule. Et il reste à bonne distance, voilà, il a de bonnes manières. Il paraît aussi confiant que professionnel, donc Linda ne se méfie pas, elle l'écoute avec attention et il poursuit. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour être un bon modèle, c'est une opportunité vraiment fantastique pour vous. Je peux déjà deviner votre potentiel, nous pourrions faire un essai, non loin de là, et rassurez-vous, ça ne prendra qu'1 minute. Et en disant ça, il va tendre à Linda une carte de visite qu'il a volée lors d'une expo photo locale. Puis il lui dit: comme vous pouvez le voir sur ma carte, mon studio n'est pas loin, ça ne va pas durer longtemps et bien entendu, je vous paierai grassement pour votre temps. Ce à quoi Linda va répondre que c'est très gentil mais qu'elle n'est pas intéressée par le mannequinat, que de toute façon, son petit ami ne serait probablement pas d'accord, qu'elle est plutôt branchée surf, que de toute façon, elle ne se trace jamais les jambes et que donc, elle est loin d'être le modèle parfait dont il parle et elle va même plaisanter sur sa petite taille. Et donc, elle décline. Et Wilder n'insiste pas, il s'en va. Et alors que Linda continue de déambuler dans les allées, il revient à la charge. Tout penaud, il a l'air sincèrement désolé de la déranger à nouveau et il lui dit: j'ai pensé que si vous reconsidériez ma proposition, je pourrais vous conduire juste à côté, au parc, en haut de la route, et vous photographier là-bas. Je sais que j'insiste, mais vous avez la silhouette et le visage parfait pour ce que le magazine recherche. Et ce seront les 25 $ les plus faciles que vous ayez jamais gagnés. Et je pourrais vous donner 4 heures de travail par semaine pour 25 $ de l'heure, ce qui est beaucoup à l'époque. Mais Linda refuse encore et toujours. Elle n'est vraiment pas intéressée, mais une idée lui vient à l'esprit. Une telle proposition intéresserait sûrement ses amis. Alors elle lui dit qu'elle a 2 très belles colocataires qui seraient sans doute ravies de poser pour lui et que s'il a 2 minutes, elle peut leur passer un coup de fil tout de suite pour qu'elles viennent. Wilder accepte, elle lui dit de ne pas bouger et qu'elle revient dans 2 minutes. Linda s'en va alors dans la cabine téléphonique la plus proche, mais elle n'arrive pas à joindre ses amis. De toute évidence, il n'y a personne, alors elle revient l'annoncer à Wilder. Elle lui explique que personne n'a répondu, qu'elle a laissé un message sur le répondeur et qu'elle leur donnera sa carte et elle s'excuse de lui avoir fait perdre son temps. Wilder sourit en haussant les épaules, puis Linda s'en va en lui souhaitant bonne chance dans ses recherches et en lui faisant un petit signe sympathique de la main. Elle retourne alors à sa voiture et pendant qu'elle est occupée à chercher ses clés, devinez qui déboule derrière elle? Wilder. Elle sursaute et là, intérieurement, elle commence à paniquer. Voilà, elle commence à se méfier de ce vieux monsieur chauve. Son instinct lui dit qu'il est quand même assez bizarre. Il lui sort comme s'il la connaissait depuis toujours. « Hey, salut encore! Quelle heureuse coïncidence! Regardez, on est garé juste à côté. C'est fou! » Et c'est vrai, il y a bien sa berline Chrysler garée sur la place à côté, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Il avait en réalité repéré Linda dès son arrivée au centre commercial. Il en avait alors profité pour garer sa voiture juste à côté de la sienne avant d'aller la pister. Et donc, il va littéralement pomper l'air à Linda. Il lui raconte sa vie, les photos, la mode, la pluie, le beau temps. Elle l'écoute à peine.
Elle est plongée dans ses pensées et se demande simplement si elle doit fuir ou non. Il lui fait quand même un peu peur, puis finalement, il va réussir à endormir sa vigilance. Elle se dit qu'après tout, il a l'air vraiment inoffensif avec ses sourires maladroits et elle sort de ses pensées et l'écoute par politesse. À ce moment, il est en train d'expliquer qu'il ne travaille que dans la mode et d'un coup, il semble avoir un éclair de génie. Il lui dit qu'il a justement quelques magazines dans son coffre et qu'il aimerait lui montrer son travail. Sans qu'elle ne dise oui ou non, il ouvre son coffre, en sort une mallette qu'il ouvre, puis il lui dit de venir jeter un coup d'œil. Mais Linda n'est toujours pas rassurée. Déjà, elle n'en a aucune envie, et en regardant autour d'elle, elle se rend compte qu'il n'y a personne. Mais comment refuser? Elle n'ose pas le rembarrer, elle n'a pourtant qu'une seule envie, c'est de partir. Son travail, elle s'en moque, mais encore une fois, comment refuser? Et comme elle ne veut pas le froisser, même si elle hésite, que dans le fond, elle a quand même un petit peu peur, il a l'air si joyeux, elle se dit que c'est dans sa tête, alors elle s'avance, mais un tout petit peu, le moins possible, et elle jette un œil à l'intérieur. Il y a des papiers soigneusement empilés, un passeport australien, mais pas la moindre trace d'un magazine. Mais elle a à peine le temps de réaliser ça, que bim, il lui assène un violent coup de poing à l'estomac. Et coup de poing qui va littéralement couper la respiration de Linda, qui n'arrive même plus à respirer. Et alors qu'elle essaye d'aspirer de l'air, de refaire partir la machine, rebelote, Wilder lui assène un autre coup de poing, mais cette fois au visage, en plein dans la joue gauche. Wilder en plus est musclé, donc le coup est fort. Linda s'effondre et elle n'a même pas le temps de toucher le sol qu'il la saisit sous les bras et la jette sur la banquette arrière de sa voiture. Linda perd connaissance et quand elle reprend ses esprits, elle est toujours allongée sur la banquette arrière. Mais la voiture est cette fois en mouvement. À ce moment, elle ne sait pas combien de temps elle est restée évanouie. Est-ce que c'est 1 minute, 1 heure, 1 journée? C'est le flou complet. Ça sent le chien mouillé. Linda est nauséeuse. Elle se redresse et aussitôt la voiture freine. Elle est alors propulsée contre le siège avant. Et encore une fois, elle n'a même pas le temps de reprendre ses esprits que la portière s'ouvre. Wilder se tient juste en face d'elle. Alors la pauvre panique. Elle se dit que tous les moyens sont bons pour s'en sortir. Alors elle le supplie de la laisser partir, de ne pas lui faire de mal. Elle lui demande si c'est de l'argent qu'il veut. Elle lui dit que son père est riche et qu'elle peut même lui faire un chèque d'1 million de dollars, là, tout de suite, maintenant, tout ce qu'il voudra, pourvu qu'il ne lui fasse aucun mal. Et là, changement de ton. Fini la petite voix mielleuse du centre commercial où Wilder lui ordonne de se taire et lui fourre un bâillon dans la bouche qu'il va accrocher avec du sparadrap. Et là, Linda est littéralement terrorisée. Elle gesticule dans tous les sens, elle donne des coups de pied. À ce moment, elle se souvient d'un film qu'elle avait regardé avec Eddie où une femme avait été enlevée, puis vendue et forcée à faire le tapin. Alors là, elle pense que c'est ce qui va lui arriver. Donc elle commence véritablement à être dans un état de panique intense. Elle essaye de hurler, elle se débat. Mais Wilder va la gifler plusieurs fois et lui dire, je cite, « Continue comme ça et je vais te faire vraiment mal. Je pourrais même te faire disparaître. Je l'ai déjà fait avant. » Et ça va calmer Linda direct. Il lui dit ensuite de coopérer. Pendant qu'il l'attache, elle hoche la tête. Il sort alors une corde et la saucissonne comme un morceau de jambon. Voilà, elle a beau être fine et souple, la position dans laquelle il la place est douloureuse. Elle est toute contorsionnée, forcée à se cambrer énormément. Et tel un marin expérimenté, il va l'entraver de partout. Ses bras à l'arrière du dos qu'il va lier aux poignets, en passant par les coudes, le tout solidement relié aux chevilles, puis il va lui couvrir les yeux avec du ruban adhésif. Il la soulève avec une facilité déconcertante, comme si elle ne pesait rien, et il la jette dans le coffre avant de reprendre la route. Voilà donc Linda seule, à l'arrière, ses pensées se bousculent. Elle se dit que s'il a refusé autant d'argent, c'est qu'elle est probablement foutue. En réalité, à ce moment, les deux ne sont toujours pas loin du centre commercial, Linda n'ayant pas perdu connaissance très longtemps. Et Wilder n'a pas oublié l'appel de Linda, passé à ses colocataires. Il se dit qu'elle sera sûrement, rapidement, portée disparue, et que les policiers feront tout de suite le lien avec ce photographe inconnu qu'elle a mentionné sur le répondeur. Alors, il juge utile qu'il est préférable de partir loin, plus loin même que d'habitude. Et à un moment, la voiture s'arrête. Voilà, il n'y a plus un bruit. Et Linda pense que Wilder va abandonner la voiture et qu'elle va sûrement finir ses jours au fond de ce coffre. Alors elle essaye de faire un maximum de bruit, comme elle le peut, se jetant contre les parois, criant au maximum, quand bien même on n'entend pas grand-chose avec le bâillon. Wilder sort alors calmement de la voiture. Il s'assure qu'il n'y a personne dans les alentours et il ouvre le coffre.
Linda, qui ne voit rien, est terrifiée. Elle se calme tout de suite pour lui faire comprendre qu'elle va coopérer. Il la frappe au visage et puis il lui pince le nez. Et la pauvre ne peut plus respirer. Et en bon taré qu'il est, il vient lui murmurer au creux de l'oreille avec un ton doux, lent et sadique « C'est ta faute ». Et la pauvre manque d'air, elle s'étouffe, elle commence à se débattre. Ensuite, il va lui hurler dans l'oreille cette fois que c'est le dernier avertissement. Et ensuite, il va enfin relâcher et libérer son nez. Puis il va resserrer les liens et il la prévient. Il lui dit qu'il a laissé un magnétophone sur le siège arrière et que s'il entend un bruit, il le saura automatiquement et elle risque de ne pas apprécier ce qu'il va lui faire. Il claque le coffre et à ce moment, Linda sent un liquide chaud et la pauvre vient de se faire pipi dessus, de terreur. Puis elle entend à nouveau la voiture en mouvement. Et ce n'est là que le début de son calvaire. Vous allez comprendre à quel point Wilder est dérangé et incroyablement cruel. Comme il sait que les policiers seront rapidement à la recherche de Linda, il décide de changer d'état pour brouiller les pistes. Il sait qu'il est plus difficile pour les policiers de communiquer entre eux et de relier les affaires les unes aux autres quand elles se passent dans des juridictions différentes. Il conduit donc Linda dans un autre état, la Géorgie, pour se rendre dans la ville de Bainbridge, où il prend une chambre au Glen Oaks Motel. Et c'est en la recouvrant d'une couverture qu'il a pu discrètement la transporter. En arrivant dans la chambre, il la détache et abuse d'elle sans attendre. Mais comme il veut faire durer le plaisir, remettre ça à plus tard, pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir ni faire de bruit, comme elle est particulièrement combative, il va lui coller les yeux avec de la super glue qu'il fait sécher avec un sèche-cheveux. Puis un peu plus tard, entre deux abus, il va poser des fils de cuivre sur les plantes de pied de Linda et à l'aide d'une petite machine, il va lui envoyer de fortes décharges. Linda se tord de douleur, elle hurle, mais ses cris sont étouffés par son bâillon. Ça sent le brûler, ça lui brûle littéralement les chairs. Il réabuse d'elle, comme il aime le faire, avec une violence extrême. Et vous connaissez ce qu'il préfère, le psy en avait fait état dans son rapport. Coup de pied, coup de poing, morsure, tout en s'acharnant tout particulièrement sur les tétons. Et puis à un moment, il lui dit de se lever. Et la pauvre est dans le plus simple appareil, debout, elle ne voit rien à cause de la glu. Imaginez le niveau de vulnérabilité, vous ne savez absolument pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va vous planter, est-ce qu'il va vous tirer une balle, et probablement qu'il a dû adorer le spectacle. Ça m'a fait penser aux derniers instants de cette fille. Là, elle est prise en photo par son agresseur qui lui avait coupé les cheveux, et il lui avait donné des vêtements de dame, alors que c'était encore qu'une enfant, une toute jeune adolescente, et elle va mourir vraiment tout de suite après, peu de temps après. À mon avis, ça doit être le même genre de terreur. Et donc, il va dire à Linda, et j'ai trouvé ça immonde, de danser pour lui. Elle est terrorisée et elle doit faire semblant de danser de manière lascive. Ensuite, il réabuse d'elle, tout ça dure des heures, et puis enfin, il la laisse tranquille. Il allume la télé et lui ordonne de rester allongée à côté de lui et de ne pas bouger. Et si on se réfère à la rapidité avec laquelle il s'est débarrassé des autres, Linda n'en a plus pour longtemps. Il la tuera probablement dans une poignée d'heures. Il a l'habitude de se débarrasser des filles dès le lendemain matin, mais ça, Linda ne le sait pas. La seule chose qu'elle arrive à apercevoir à travers une micro-fissure de glu, c'est qu'il a les yeux rivés sur la télé qui est alors en train de diffuser un nouvel épisode de Dallas. Et Linda réfléchit. Elle a eu le temps d'observer son environnement avant qu'il ne lui colle les yeux. Elle a vu que la porte de la salle de bain était équipée d'un verrou, alors elle se dit que c'est là sa seule chance et que de toute façon, si elle ne réussit pas à s'enfuir, elle ne survivra pas. Linda attend le bon moment, elle veut juste bondir, courir et s'enfermer dans la salle de bain. À un moment, elle se dit que c'est le moment, alors elle bondit du lit, mais à peine elle a le temps de faire un pas que Wilder se jette sur elle et l'assomme avec un sèche-cheveux. Il vient de la frapper à la tête, elle tombe inconsciente par terre, il se penche alors sur elle pour la relever, mais oh surprise, non, Linda est tout sauf évanouie, elle a juste fait semblant. Et sentant qu'il est penché juste au-dessus d'elle, devinant à peu près où est son visage, elle réussit à lui fourrer ses 2 pouces dans les yeux, comme dans Game of Thrones. Et elle les enfonce le plus possible. Et Wilder a terriblement mal, il hurle, il essaye de se reculer, Linda finit par lâcher prise, elle court s'enfermer dans la salle de bain pendant que Wilder se tient la tête au sol, complètement sonné par ce qui vient de lui arriver. Et Linda commence alors à crier de toutes ses forces. Elle frappe contre les murs, mais voilà, la porte est fine. En 2 ou 3 coups d'épaule, Wilder n'aura aucun mal à l'ouvrir. Mais par chance, il prend peur et décide, à la place, de se sauver. Il emporte ses affaires, court à sa voiture et démarre en trombe. Et Linda a de la chance qu'il ait eu ce réflexe, puisque personne
ne l'entendra. Elle aurait pu continuer de crier, de hurler, personne ne l'a entendue. Et c'est après être restée un temps interminablement long dans cette salle de bain qu'elle ose entrouvrir la porte, jeter un œil, puis elle va courir à l'accueil. Lorsqu'elle a été recueillie, elle était méconnaissable, complètement déshydratée, avec pas mal de blessures. Son périple a duré en tout et pour tout 1 journée et 1 nuit. Linda sera longuement interrogée ce jour-là. Les enquêteurs de Géorgie se mettent directement en relation avec leurs collègues de Floride et Linda les prévient. Selon les dires de son agresseur, il n'en est pas à son coup d'essai. Le lien est alors fait avec Teresa, dont le corps sans vie vient tout juste d'être retrouvé, c'est alors 2 jours plus tôt. Et comme désormais l'enquête implique 2 États différents, c'est le FBI qui s'empare de l'affaire. Pendant ce temps, Wilder a roulé sans s'arrêter. Il a décidé de se rendre dans un autre État, le Texas. Il espère ainsi retarder au maximum l'enquête, que les affaires ne soient reliées les unes aux autres que le plus tard possible. Et il va recommencer sans attendre. Il va récidiver dès le lendemain de sa fuite, le 21 mars. Et c'est à se demander s'il a le temps de dormir. Ce jour-là, il repère la sublime Terry Diane Walden, une jolie blonde au visage harmonieux. C'est une jeune mère de 23 ans, étudiante en soins infirmiers à l'université de Lamar. Il lui raconte qu'il est agent de mannequin, qu'il aimerait bien faire des photos. Il lui promet succès et fortune. Mais Terry n'est en aucune façon intéressée et s'en va. Ils sont alors dans un lieu public et Wilder ne peut rien faire. Elle racontera sa mésaventure à des proches. Puis, l'a-t-il pisté ou non? Une chose est sûre. Les deux vont se recroiser 2 jours plus tard, le 23 mars. Il l'accoste à nouveau, elle refuse à nouveau, mais cette fois, il n'y a personne dans le coin. Alors comme il l'a fait avec Linda, il l'agresse, la jette dans sa voiture, non pas sa voiture à lui, mais celle de Terry et démarre en trombe. Il abandonne alors sa voiture sur les lieux. Où l'a-t-il séquestré? Combien de temps? Que lui a-t-il fait subir? Impossible de le savoir. La seule chose que l'on sait, c'est que son corps sera retrouvé 3 jours plus tard, dans un canal. Elle a été violée et poignardée. Et les policiers vont sans aucun mal mettre la main sur la voiture abandonnée de Wilder, qui est restée sur les lieux de l'enlèvement. À l'intérieur, ils trouvent des cheveux appartenant à sa précédente victime, Teresa Ferguson, et ils arrivent même à le lier à la disparition de son ex, ainsi qu'à l'enlèvement de Linda. Ils ont désormais son identité, comme le véhicule est à son nom, c'est là une sacrée avancée. Ils savent désormais qui chercher, et surtout, ils ont un visage qu'ils ne vont pas tarder à faire apparaître dans la presse. Et pendant ces 2 jours, Wilder n'a pas chômé. Il a conduit sans relâche jusqu'à un autre État, passant du Texas à l'Oklahoma. Il est toujours au volant de la Mercury Cougar 1981 de couleur rouille de Terry. Et c'est dès la veille de la découverte de son corps, soit 2 jours après son enlèvement, qu'il va récidiver. Il récidive quasiment tous les 2 jours, 2 ou 3 jours. Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un tueur en série agir avec une telle rapidité. Et c'est donc le 25 mars qu'il repère la belle Susan Wendy Logan, âgée de 21 ans, dans un centre commercial, le Penn Square Mall, situé à Oklahoma City. Elle a le même profil que les autres, visage de poupée et silhouette attrayante. Il est très probable qu'il ait réussi à la convaincre de monter avec lui en voiture, vu que ce jour-là, de 1, c'est un dimanche après-midi et il y avait du monde, donc un kidnapping ne serait pas passé inaperçu, et de 2, Susan à ce moment avait des problèmes d'argent. Avec son mari Brian, qu'elle a épousé 9 mois plus tôt, ils peinent à joindre les 2 bouts. Ils connaissent des périodes de chômage, et à ce moment, Susan est en recherche d'emploi. Alors, on peut imaginer qu'elle a dû sauter sur l'improbable opportunité financière de Wilder et qu'elle y a vu une bonne manière de se sortir de ses problèmes. Il va alors la conduire, là encore dans un autre état, direction un motel au nord de Newton, dans le Kansas. Il occupe alors la chambre 30 de l'Interstate 35 Inn. Il va la violer et la torturer pendant des heures, puis le lendemain, au matin, il va la conduire à Junction City, toujours au Texas. Il va se garer dans un coin de nature paumé et la poignarder. Et pendant ce temps, le mari de Susan, Brian, accompagné des parents de Susan, fou d'inquiétude, pousse la porte du commissariat pour déclarer sa disparition. Ils expliquent qu'elle n'est pas rentrée de la nuit et qu'elle n'a jamais fait ça. Ils sont persuadés qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Mais les policiers ne vont pas prendre l'affaire au sérieux. Chaque année, ce sont plus de 3000 personnes qui sont déclarées disparues dans le département et la plupart réapparaissent peu de temps après. Alors une disparition de plus ou de moins, ils ne vont faire aucune enquête, ne vont pas se rendre chez Susan pour fouiller ses affaires, ni même interroger ses proches. Non, au contraire,
Ils vont expliquer aux proches qu'elle est majeure et vaccinée et qu'elle est donc libre d'aller où elle veut. Ils prennent néanmoins leur numéro de téléphone au cas où ils ont du nouveau. Et ils les rassurent. Il n'y a sûrement rien de grave, elle a probablement fugué et va vite réapparaître. Et ils ont raison puisqu'elle va réapparaître 10 jours plus tard, ou plutôt son corps sans vie. Il a été abandonné sous un arbre à l'endroit même où Wilder l'a tué. En parallèle à tout ça, le FBI, qui découvre au fur et à mesure les corps, essaye d'établir la liste probable des victimes de Wilder. Et elles sont toutes là, à l'exception de Rosario et de Suzanne, puisqu'ils n'ont pas encore connaissance de l'affaire de Suzanne, affaire qui est en cours, son corps n'ayant toujours pas été découvert et sa disparition non enregistrée. C'est donc du temps précieux pour Wilder, et il en profite pour s'en prendre à une nouvelle victime. Nous sommes alors le 29 mars 1984, soit 3 jours après le meurtre de Suzanne et 5 jours avant que le corps de Suzanne ne soit découvert. Mais par chance, la disparition de Suzanne a finalement entre-temps été enregistrée sur l'insistance des proches et le FBI a immédiatement fait le rapprochement. Il y aura même des bulletins d'information au sujet de la disparition de Suzanne avec les photos de Wilder. Mais avec ses lunettes vissées sur le nez et une casquette, il arrive sans aucun mal à passer inaperçu auprès de la population. Donc c'est 3 jours après s'être débarrassé de Suzanne qu'il est déjà sur son nouveau lieu de chasse, un centre commercial de Grand Junction dans l'État du Colorado. Il repère la jeune Cheryl Lynn Bonaventura, 18 ans. Il l'accoste, la baratine avec ses histoires de photos, et la naïve Cheryl tombe dans le panneau. Elle accepte de le suivre. Ils seront d'ailleurs aperçus ensemble ce soir-là dans un restaurant de la ville voisine, la ville de Silverton, et le personnel témoignera plus tard qu'ils avaient l'air tout à fait normal. Les deux avaient même discuté avec l'un des serveurs. Il lui avait dit se rendre à Las Vegas. Il prévoyait alors de faire escale dans la ville de Durango, une ville toujours dans le Colorado. Ce qui veut dire qu'à ce moment, Cheryl n'a toujours pas conscience qu'elle est kidnappée et qu'elle est en grand danger. On ne sait pas ce qu'ils ont fait cette nuit-là. Le lendemain matin, le 30 mars, ils sont aperçus ensemble au Four Corners Monument. C'est un coin touristique connu pour être à l'intersection de 4 États différents. Après quoi, ils sont à nouveau aperçus plus tard dans la journée. Wilder s'enregistre alors en compagnie de Cheryl au Page Boy Motel dans la ville de Page. Ils sont alors en Arizona. Et Cheryl a toujours l'air, selon les témoins, de le suivre de son plein gré. En tout cas, personne ne remarque rien d'anormal dans son comportement. Que fait-il avec elle ? Il est très probable qu'elle ait fini par connaître le même sort que Linda. En tout cas, il va finir par quitter l'hôtel. On présume qu'à ce moment, Cheryl est probablement captive. Et dès le lendemain matin, le 31 mars, dans un coin isolé, non loin de là, près de la rivière Kanab, il va la tuer en la poignardant. Mais son corps ne sera découvert qu'un mois plus tard par des promeneurs, le 3 mai 1984. Et son corps témoigne du fait qu'elle a été battue. Et donc, la découverte de son corps tardive ne permettra sur le moment absolument pas de faire avancer l'enquête. Tout ça, les policiers ne le savent pas encore. Et donc, après avoir supprimé Cheryl, Wilder reprend la route, il n'a pas une minute à perdre, car il a prévu de se rendre au concours de beauté organisé par le magazine Seventeen, qui a lieu dès le lendemain au Meadows Mall, un centre commercial de Las Vegas dans l'état du Nevada. Avec, à la clé, pour la gagnante, une apparition en couverture du magazine alors très populaire auprès des adolescents. Et je pense que c'est là la preuve qu'il savait que tôt ou tard, il allait se débarrasser de sa précédente victime. Il arrive à l'événement le 1er avril 1984 et prend place comme si de rien n'était dans le public. Il sera d'ailleurs photographié tout à fait par hasard, on peut le voir sur ce cliché. Il est en train de chasser et le hasard fait qu'au premier plan de ce cliché, on peut voir le bas du corps de sa prochaine victime. Victime qui est alors en train de défiler sur le podium, la belle Michelle Lynn Kaufman, âgée de 17 ans. Et cette photo, particulièrement dérangeante quand on connaît l'histoire, est devenue très célèbre. Vous pouvez la trouver régulièrement dans les articles qui parlent de photos a priori banales, cachant une réalité sordide. C'est donc parmi toutes ces candidates qu'il jette son dévolu sur elle. Et comme son plus grand rêve, c'est de devenir mannequin,
C'est sans aucune difficulté que Wilder la convainc de le suivre pour, on imagine, une séance photo avec la promesse d'un contrat à la clé. Et quand les victimes sont jeunes, sachez qu'il poussait même le vice à dire qu'il aimerait plus tard parler aux parents, leur autorisation étant nécessaire pour la signature des contrats. Tout est bon pour essayer de mettre ces femmes en confiance. Michelle sera aperçue quittant les lieux en compagnie d'un homme caucasien d'une quarantaine d'années et c'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante. La seule chose que l'on sait, c'est que son corps en décomposition sera retrouvé 1 mois plus tard, le 22 mai 1984, non loin d'une aire d'autoroute dans le sud de la Californie. La pauvre est morte par asphyxie. Wilder a enfoncé sa tête dans la terre, il l'a maintenue jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Et comme les autres, elle a été torturée et violée. Ce qui veut dire qu'elle était vivante lorsqu'elle a été conduite non loin de cette aire d'autoroute, qui est pourtant loin du lieu de la compétition. Mais son corps, au moment de la découverte, est dans un tel état qu'à l'époque, il était méconnaissable et qu'il a fallu plus d'1 mois aux enquêteurs pour réussir à identifier Michelle grâce à ses radios dentaires, c'est-à-dire à la mi-juin. Donc encore une fois, tout ça, les enquêteurs ne le découvriront que plus tard. Et même si son corps sera retrouvé plus tard, sa disparition sera rapidement signalée. Et comme l'homme avec lequel elle a été vue pour la dernière fois correspond au signalement en tout point de Wilder, le FBI va rapidement faire le lien. Donc reprenons. La dernière fois que Michelle sera vue vivante, c'est le 1er avril. Et c'est dès le 4 avril que Wilder va recommencer. Il est toujours en Californie. Et il a choisi comme terrain de chasse un centre commercial de Torrance. Et il repère sans tarder la jolie Tina Marie Riccico, une lycéenne de 16 ans. Et Tina, malgré son jeune âge, n'a pas eu une vie facile. Après avoir été harcelée sans relâche pendant toute son école primaire, elle a fini complètement traumatisée et elle s'est tournée très tôt vers les drogues pour soulager sa détresse mentale. Mais elle s'était relevée et au moment où elle est repérée par Wilder, elle vient tout juste de passer un entretien d'embauche pour un petit boulot à Highcory Farms, qui est une boutique d'alimentation haut de gamme. Donc Wilder l'accoste, il fait l'éloge de sa grande beauté, lui explique être un photographe qui est à la recherche de modèles pour une agence de mannequins. Il lui propose de faire des essais un peu plus loin. Elle est flattée, elle se dit pourquoi pas, elle accepte et monte en voiture avec lui. Il la conduit alors dans les bois d'Anaheim, non loin de là. Il lui explique que c'est le spot parfait pour une séance photo, avec les lumières, la verdure, tout ça. Puis arrivé là-bas, il se gare dans un endroit à l'abri des regards et pointe sans tarder son arme sur elle. Il lui dit d'enlever son haut. La pauvre, terrifiée, s'exécute. À la suite de quoi, il abuse d'elle dans la voiture. Puis, il la ligote comme il a fait avec Linda, il la jette dans le coffre de sa voiture et il va se lancer avec elle dans un long périple à travers le pays. Il va passer par Prescott en Arizona, par Joplin dans le Missouri, puis Chicago dans l'Illinois et étonnamment, il décide de ne pas se débarrasser de son otage tout de suite. Il comprend que Tina est terrorisée, bien plus que la plupart des victimes. Elle est prostrée, elle n'ose rien faire, elle n'ose rien dire. Elle est littéralement paralysée par la peur et elle est obéissante. Et chaque nuit, à chaque fois qu'ils feront escale dans un motel, elle sera abusée et bien plus encore. Un soir, par exemple, il va couper le cordon électrique d'une lampe et il va l'électrocuter, et en particulier sur le haut du corps, et tout particulièrement sur les mamelons. Et les décharges sont si puissantes qu'elles lui brûlent la chair. Et à chaque fois, c'est la même chose. Lorsqu'il dort, il prend soin de la menotter au lit, les bras au-dessus de sa tête, ou ailleurs, quand il ne peut pas. Elle est comme une bête apeurée qui n'a de cesse de pleurer. Et elle est obligée d'obtempérer au moindre de ses désirs. Puis, vient une idée à Wilder. L'utiliser comme appât pour piéger plus facilement d'autres victimes. Et c'est 6 jours après l'enlèvement de Tina, le 10 avril, qu'il va de nouveau passer à l'attaque, mais cette fois avec l'aide de son appât/otage. Ce jour-là, il est au South Lake Mall, un centre commercial de la ville de Merrillville dans l'Indiana. Il a briefé Tina, elle doit accoster la victime qu'il aura choisie et la convaincre de les suivre en voiture avec ses sempiternelles promesses de mannequinat. Et bien sûr, lui sera juste à côté. Et Tina, qui est terrorisée, va le faire. Voilà, il l'a menacé de la tuer et devant tout le monde s'il le fallait, si jamais elle lui faisait un sale coup, lui expliquant n'avoir plus rien à perdre.
Il lui montre donc celle qui vient de lui taper dans l'œil, Dawnette Sue Wilde, une belle adolescente aux cheveux mi-longs, noirs, et également âgée de 16 ans. Tina est originaire de l'Indiana et elle postulait alors dans différentes boutiques du centre pour se faire un peu d'argent de poche. Et Tina l'accoste et elle lui demande si elle est intéressée de participer à un concours de beauté qui aura lieu dans ce même centre commercial dans quelques jours. Tiens, c'est bizarre, en sachant que la mère de Dawnette tient justement une boutique dans le centre commercial. Elle est étonnée de ne pas en avoir entendu parler avant, mais elle est partante, surtout qu'elle sera payée. Alors Tina lui dit de les suivre pour une séance photo, pour pouvoir avoir de belles photos direction les locaux imaginaires de Wilder, soi-disant situés dans un entrepôt non loin de là, dans le but qu'elle puisse changer de vêtements. Et Dawnette ne se méfie pas, elle est ô combien rassurée par la présence de Tina. Elle embarque alors avec eux. Et voilà, le piège vient de se refermer sur Dawnette. Au début, elle pense que Tina est volontairement complice et qu'elle a affaire à un couple de redoutables prédateurs. Tina baisse la tête. Honteuse, elle n'ose même pas jeter un regard à Dawnette. Et Wilder prend alors la route direction New York. Et il va s'arrêter par 2 fois sur la route, dans des endroits déserts, pour les violer tour à tour. D'abord Dawnette, puis Tina. À un moment sur le chemin, elles sont brièvement laissées seules dans la voiture, mais Wilder est toujours dans le coin, vous pensez bien. Et c'est à ce moment que Tina s'adresse à Dawnette. Elle lui dit qu'elles doivent absolument faire quelque chose, qu'elles doivent s'enfuir au plus vite, et elle lui demande si elle n'a pas une idée pour se sortir de là. Mais Dawnette détourne le regard, elle est en colère contre elle, et aussi et surtout, elle pense que c'est là un piège. Elle ne fait absolument pas confiance à Tina, elle pense qu'on la teste. Et Wilder de retour, le trio reprend la route avant de faire escale dans un motel. Et il réabuse des filles, puis ordonne à Tina d'aller se faire couler un bain et d'y prendre place. Et Tina se dit que c'est sûr, voilà, c'est le moment, elle va mourir. Et donc alors même qu'elle est dans le bain, sous ses yeux, Wilder arrache les câbles électriques des lumières et il les plonge dans l'eau. Il électrocute ainsi la pauvre Tina et les décharges sont puissantes, la douleur est intense et ça provoque même des courts-circuits dans la salle de bain. Ce qui fait que la lumière ne cesse de s'éteindre et de se rallumer. Puis Wilder pose ensuite les fils sur sa peau mouillée et il va ainsi lui brûler des morceaux de chair et comme à son habitude, il insiste sur les tétons. Et le tout en se délectant de sa souffrance. Et surtout, elle a le droit de faire aucun bruit. Il lui a interdit de crier. Alors elle souffre le martyre sans même pouvoir pousser un son et la lumière s'éteint et se rallume. Avouez qu'on dirait un film d'horreur. Et il fera le même genre de sévices à Dawnette d'une autre manière et entre autres choses. Puis il décide qu'il est temps de se débarrasser de Dawnette. Ça fait alors 2 jours qu'elle a été enlevée. Pour ce faire, le 12 avril, il se rend avec les filles dans une forêt de Penn Yan, située dans l'état de New York. Il sort Dawnette de la voiture, dit à Tina de rester là sans bouger, et puis il s'enfonce avec Dawnette dans la forêt. Il tente de l'étouffer, puis il décide de l'achever en la poignardant à 2 reprises, une fois au thorax et une autre au cœur. Et il abandonne son corps sur place et revient à la voiture. Tina le voit alors arriver seul, et elle n'ose même pas lui poser de questions. Elle sait ce qu'il s'est passé et ses pensées se bousculent dans sa tête. Elle se sent responsable et elle se doute que c'est bientôt son tour. Et les deux reprennent alors la route. Mais Wilder a, sans le savoir, fait une boulette, puisque Dawnette est toujours en vie. Elle est certes grièvement blessée, mais elle a juste perdu connaissance. Et elle va reprendre connaissance peu de temps après. Elle est alors dans un état dramatique, perdue, en pleine forêt, elle pisse le sang, c'est un flot ininterrompu, et elle a le réflexe, comme elle l'a vu dans les films, de faire un garrot. Donc elle enlève son jean et l'enroule autour de son buste. Elle voit alors flou, elle a le vertige, elle est à 2 doigts de s'écrouler, tellement elle n'a plus de force, et de s'endormir, comme elle le dira elle-même. Mais elle sait que personne ne la trouvera dans ce coin perdu, et que même si la tentation est grande, elle doit continuer de marcher. Elle va se traîner au hasard à travers la forêt. Elle se dit que ça passe ou ça casse. Elle sent qu'elle va s'évanouir bientôt et que si elle ne tombe pas rapidement sur une route ou une maison ou autre, elle sera fichue et par chance, elle va tomber sur une route. Elle s'écroule alors. Un chauffeur routier l'aperçoit. Il se précipite à son secours et la conduit à toute vitesse à l'hôpital le plus proche. Dawnette, à ce moment, est entre la vie et la mort. Elle doit subir une opération d'urgence dès son arrivée. Elle a un poumon perforé
Et par chance, Wilder, qui visait le cœur, s'est trompé. Il a bien visé, mais pas assez profondément puisque la lame s'est arrêtée à quelques millimètres seulement du cœur de Downette. Et l'opération est un succès. Et c'est dès son réveil qu'elle est prise d'assaut par les policiers et le FBI. Et elle va tout leur raconter, avec le plus de précision possible. Elle explique que Wilder a prévu de se rendre au Canada et qu'il n'est pas seul. Il y a une autre fille avec lui. Elle ne sait pas si elle est de mèche ou non. Après tout, même si elle a aidé à son kidnapping, le bourreau a fait preuve de tant de violence vis-à-vis d'elle qu'elle ne sait plus. Et c'est là qu'elle découvre qu'elle a, elle aussi, été portée disparue, qu'elle vient d'être enlevée plusieurs jours plus tôt. Downette comprend alors qu'elle est elle aussi victime et que donc elle sera sans doute tuée à son tour. Les enquêteurs doivent faire vite. Ils comprennent que Tina est en grand danger. Ils vont sans attendre passer à la vitesse supérieure. Wilder devient alors l'homme le plus recherché du pays. Wilder, pendant ce temps, toujours dans la même journée, le jour où il a pensé tuer Downette, le 12 avril, il en profite pour se rendre au centre commercial d'Eastview de Victor, toujours dans l'État de New York, et ce qu'il veut, c'est changer de voiture. Il se doute qu'il est déjà grillé avec celle-ci. Il va donc attendre sur le parking du centre commercial le bon moment, l'opportunité parfaite. Il repère Beth Ellen Dodge, une jeune femme de 33 ans, alors en train de se garer. Et à peine sorti de son véhicule, il bondit sur elle, la menace d'une arme et lui intime l'ordre de remonter dans sa voiture, une Pontiac Firebird. Il la pousse sur le siège passager, ordonne à Tina de le suivre avec l'ancienne voiture. Il prévoit de l'abandonner ailleurs pour brouiller les pistes, ce que Tina va faire. Lui s'engouffre au volant de la voiture de Beth et Tina va le suivre sans même tenter de s'échapper et pourtant elle est désormais seule en voiture. Sans doute a-t-elle bien trop peur de tenter de fuir et qu'il ne la rattrape. Et c'est peu de temps après qu'il arrête la voiture. Tina s'arrête également. Puis Wilder, sans attendre une seconde, tire par surprise dans la tête de Beth, qui meurt sur le coup. Wilder ouvre ensuite la porte côté passager et pousse le corps de Beth, fait monter Tina avant de démarrer en trombe. Puis, toujours en compagnie de Tina, il conduit vers le nord, à savoir le Canada, mais il fait escale à l'aéroport Logan de Boston. Là-bas, il achète un aller simple pour Los Angeles. Le temps à Tina lui dit de prendre cet avion et s'en va, lui disant simplement au revoir. Il laisse Tina sur place. Elle est complètement abasourdie. Elle n'y croit pas. Après 9 jours de captivité, elle est libre. Et oui, pour une raison ou une autre, Wilder a décidé d'épargner Tina. Pourquoi ? S'est-il pris d'affection pour elle ? Est-ce là une façon de la remercier pour son aide ? Veut-il qu'elle aille témoigner dans les médias ? On ne sait pas. Impossible de le savoir. Et on reparlera de Tina plus tard. Pour le moment, on va se concentrer sur Wilder. Après avoir laissé Tina à l'aéroport, il reprend immédiatement la route et continue de rouler vers le nord. En parallèle, Tina donne l'alerte, mais Wilder est déjà dans la nature. Il fait escale à Beverly, dans le Massachusetts, où il tente d'enlever une femme sous la menace de son arme, mais sans succès, elle va réussir à lui échapper. Le lendemain, le 13 avril, il s'arrête à la station-service Vic Getty de Colebrook, dans le New Hampshire, et là, il est tout près de la frontière. Il sort de son véhicule pour faire le plein d'essence et demande son chemin à un automobiliste. Il demande quel chemin est le plus rapide pour se rendre au Canada. Mais il n'a pas remarqué les 2 policiers en patrouille justement présents à cette station-service. Il s'agit de Leo Jellison et de Wayne Fortier. Et eux le repèrent immédiatement. Son visage était alors affiché partout, dans tous les commissariats. Et les commissariats du coin étaient en alerte car le FBI avait demandé aux commissariats proches de la frontière avec le Canada d'être particulièrement vigilants. Et ils n'ont même pas le temps de s'approcher de Wilder et de sortir leurs armes que Wilder les repère. Il se jette dans sa voiture, récupère son arme. L'agent Jellison se précipite sur lui et réussit à l'attraper par derrière. S'ensuit une lutte, c'est le cafouillage complet. Et puis rapidement, 2 détonations éclatent, à la suite de quoi les 2 hommes s'écroulent par terre. Ils sont tous les 2 touchés. Jellison est grièvement blessé, mais il sera conduit à l'hôpital et il survivra. Il reprendra même le travail plus tard. Quant à Wilder, il est mort. Il a reçu 2 balles en pleine poitrine. Et elles proviennent toutes les 2 de sa propre arme. Et la scène s'est passée si vite que personne ne sait s'il s'agit là d'un accident ou si Wilder avait décidé d'en finir. Même Jellison
pourtant au cœur de l'action, n'a pas pu se prononcer. Ce qui s'est passé, c'est que l'une des balles tirées à bout portant a traversé la poitrine de Wilder, ressortant par le dos jusqu'à atteindre Jellison en pleine poitrine. Et la deuxième, pareil, à bout portant dans la poitrine de Wilder. Alors, peut-être que c'était accidentel. Après tout, il n'était pas loin de la frontière. Il aurait tout à fait pu essayer de se débarrasser des flics et foncer, s'enfuir. Donc dans des articles, vous allez voir qu'on parle d'accident, mais une majorité considère qu'il avait décidé d'en finir, qu'il s'était lancé à corps perdu dans une cavale sanguinaire en sachant que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se fasse prendre et que dès le début, il aurait choisi la mort plutôt que d'aller en prison pour le reste de sa vie ou d'être condamné à mort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et moi je pense que c'était prévu comme ça. Et se tirer accidentellement dessus 2 fois de suite, ça paraît quand même beaucoup. Voilà, la traque de l'homme le plus recherché du pays prend fin. Wilder mort, ça signifie qu'il n'y aura jamais de procès. Donc la presse va se concentrer sur les survivantes, qui seront pistées et scrutées par les médias, surtout Tina. Et son cas va susciter énormément de controverses. À son sujet, les Américains sont divisés. Certains estiment qu'elle est aussi et avant tout une victime, quand d'autres la montreront du doigt comme étant la complice de Wilder. Et Tina n'en sera que plus dévastée. Elle dira plus tard que c'était comme si on lui en voulait d'avoir survécu. Et d'ailleurs, cette question n'aura de cesse de l'obséder. Pourquoi est-ce que j'ai survécu et pas les autres ? Victime de stress post-traumatique, il lui faudra des années pour surmonter tout ça. Et forcément, le regard des autres à l'époque n'a rien arrangé. Et pour lui venir en aide, Downette dira par voie de presse qu'elle aussi pensait qu'elle était complice au moment de son enlèvement, mais qu'elle a réalisé plus tard que ce n'était là qu'une victime et qu'elle doit être traitée comme ça, ce qui n'empêchera pas les détracteurs de Tina de montrer du doigt son attitude. Selon eux, c'est un grand classique, elle n'a pas agi comme une victime normale l'aurait fait, à savoir essayer de s'enfuir, hurler, se débattre, etc., etc. Et Tina dira bien des années plus tard, « Pendant ma captivité, je n'ai jamais crié, je n'ai jamais riposté, j'ai succombé. Et vous savez, j'étais vulnérable. Je n'aime pas jouer à ce genre de jeu malsain, mais c'était un jeu dont le but était de survivre à tout prix. Et il n'y avait qu'un seul moyen, c'était de coopérer. » Downette est aujourd'hui âgée de 56 ans, elle est mariée et mère de 2 filles. Tina aussi est devenue mère et a concédé qu'il lui reste encore à ce jour beaucoup de travail à faire par rapport à ce qu'elle a vécu, car il y a des détails de cette histoire qu'elle n'aurait pas encore réussi à surmonter. Wilder sera incinéré, il laisse derrière lui un patrimoine de 7 millions de dollars. Par décision de justice en 1986, il sera décidé que cet argent sera divisé et redistribué aux victimes et aux familles des victimes. Il faudra un certain temps aux enquêteurs pour identifier toutes les victimes. Et comme je vous le disais, celle de Rosario ne sera que bien plus tard ajoutée à la liste des victimes. Rosario, Elizabeth, Teresa, Linda, Terry, Suzanne, Cheryl, Tina, Downette et Beth en dénombre 7 morts. 7 morts en seulement 1 mois et demi. Et l'histoire est loin de s'arrêter là, car toutes les victimes dont je vous ai parlé sont les victimes officielles de Wilder. Mais il est suspecté d'être responsable de bien plus d'affaires que ça. Et s'il est effectivement coupable, ne serait-ce que d'une partie de ces affaires dont je vais vous parler, on peut retracer avec plus de précision son itinéraire. Donc selon la version officielle, il aurait commencé à tuer à partir du 26 février 1984, avec comme première victime Rosario. Mais on pense qu'il a commencé bien des années plus tôt, alors qu'il vivait encore en Australie. Déjà, et on en a parlé, il a été suspecté dans la vague d'agression de Manly Beach, en Australie, au moment de son mariage. Mais il s'avère que parmi ces agressions, il y a eu 2 meurtres. Des meurtres appelés à ce jour les meurtres non résolus de Vanda. Ils ont eu lieu entre la première arrestation de Wilder, à l'âge de 17 ans, et son mariage, à 23 ans. Il y a donc, dans la version officielle, un trou de 6 ans. Et donc l'affaire Vanda, elle, a eu lieu en 1965, pile entre les deux, alors qu'il était âgé de 20 ans. Cette affaire concerne 2 meilleures amies de 15 ans, Marianne Schmidt et Christine Sharrock, qui ont été tuées sur la plage de Vanda Beach, alors qu'elles étaient en vacances en famille. Elles ne connaissaient pas très bien le coin, elles étaient parties à la plage avec leurs frères et sœurs ainsi que des voisins, et il y avait de fortes bourrasques de vent ce jour-là, alors le petit groupe était parti se réfugier dans un coin, et les 2 amies
s'étaient éloignés du groupe sans jamais plus réapparaître. Et c'est le lendemain que leurs corps seront retrouvés côte à côte. L'une était face contre terre et l'autre était sur le dos. Elles avaient été battues, présentaient des traces d'agression sexuelle, mais leurs hymens étaient néanmoins intacts. Il y avait des traces de fluide corporel masculin sur elle. Christine a reçu 6 coups de couteau, elle avait la gorge quasi tranchée. Quant à Marianne, elle a eu le crâne fracassé et a été poignardée 14 fois. Et l'enquête a démontré qu'alors que Marianne était mourante, Christine a essayé de s'enfuir, mais elle a été rattrapée puis traînée sur 34 mètres jusqu'à Marianne, comme le prouvent les traces sur le sol, puis à son tour éliminée. Une chasse à l'homme de grande envergure, l'une des plus grandes d'Australie, avait alors été entreprise pour trouver le ou les auteurs, mais en vain, et jamais les armes du crime, à savoir un long couteau et un objet contondant, ne seront retrouvés. Et donc Wilder habitait dans la région, et il faisait partie des 3 suspects dans cette affaire, aux côtés de 2 autres prédateurs du même acabit. Et beaucoup sont tellement sûrs de sa culpabilité, pour eux tout colle, le mode opératoire, la localisation, etc., que vous trouverez nombre de reportages qui vous présenteront cette affaire comme faisant partie intégrante de la liste des victimes officielles du Beauty Queen Killer. J'ai lu concernant cette affaire qu'un homme qui avait abusé de sa propre fille avait avoué le crime à sa femme, ou du moins son ex-femme, mais les policiers n'ont jamais pu vérifier ces déclarations à cause du manque d'éléments et de l'ancienneté des affaires. Donc est-ce qu'il a dit vrai à sa femme, ou est-ce que sa femme a menti? Les policiers font, en tout cas sur ces déclarations, preuve de prudence. Et Wilder fait également office de suspect dans l'affaire de Wilhelmina Kruger, une femme de ménage de 56 ans assassinée sur son lieu de travail, le Piccadilly Center de Wollongong. Toujours en Australie, c'est l'année suivant le meurtre des 2 adolescentes et Wilder était alors âgé de 21 ans. Wilhelmina a été attaquée alors qu'elle était sur un escalier mécanique. Elle a été traînée 3 étages plus bas, au pied de l'escalier mécanique, au sous-sol du centre commercial. Son corps a été découvert nu de la poitrine aux pieds. Elle a été poignardée, étranglée, mutilée et présentait des traces de brûlures de cigarettes sur ses vêtements. Et Wilhelmina avait dit à son mari qu'elle se sentait épiée. C'était quelques jours avant sa disparition. Elle avait peur au point où son mari avait décidé de l'accompagner au travail les jours précédant sa mort. Elle savait qu'elle était suivie, mais était-ce Wilder? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est considéré à ce jour comme suspect. Wilder est également suspecté d'avoir tué Anna Toskayoa Daulinkoa, âgée de 27 ans, qui était employée de magasin et prostituée à Bondi. C'est encore une plage australienne des environs. Elle a disparu après avoir quitté le taxi club de King Cross le 16 février 1966 vers minuit, et c'est 2 mois seulement après le meurtre de Wilhelmina, et encore une fois, toujours dans les environs. Et son corps, à elle, j'ai trouvé aucune photo d'elle, il sera découvert 10 jours plus tard, partiellement vêtu, poignardé, étranglé et mutilé. Et c'est donc 3 ans plus tard que Wilder s'est installé aux États-Unis en 1969. Et selon la thèse officielle, durant les 14 premières années, il aurait agressé donc des femmes, mais sans jamais les tuer. Et en réalité, les suspectés, donc on parle au conditionnel, vous vous ferez votre propre idée, on le suspecte d'avoir commencé à tuer plus de 2 ans avant son premier meurtre officiel. Il fait office de suspect dans une affaire de meurtre non élucidée, celui que vous connaissez sûrement de Tammy Jo Alexander, 16 ans. Son corps a été retrouvé le 10 novembre 1979 dans un champ à Caledonia, dans l'État de New York. Et si l'affaire de Tammy Jo Alexander est si célèbre, c'est parce qu'elle est restée non identifiée jusqu'en 2015. On lui avait alors donné le surnom de Caledonia Jane Doe, et c'est une Jane Doe très connue, ça paraît macabre de dire ça, mais il y a des personnes non identifiées dont les affaires sont très connues. Donc elle est restée non identifiée pendant 35 ans. Et la dernière fois où Tammy Jo Alexander avait été vue, c'était 6 mois avant, à Brooksfield, en Floride. C'était son lieu d'habitation. Elle avait alors fugué de chez ses parents, fuyant un foyer instable, une mère accro aux médicaments, un père complètement absent. Elle avait l'habitude de fuguer, mais il semblerait que là, elle a fugué pour de bon. Et comme beaucoup à l'époque, la jeune fille s'adonnait régulièrement à de l'autostop, raison pour laquelle son corps a été découvert si loin de son lieu de disparition. C'est à tout de même 17 heures de route. Lorsqu'il a été retrouvé, son corps était entièrement habillé et ne montrait aucun signe d'agression sexuelle.
Elle avait reçu 2 balles, une à la tête au-dessus de l'œil droit et une à l'arrière de la tête, ce qui suggère qu'elle a été attaquée par surprise. Elle a disparu dans la zone de chasse de Wilder et elle portait alors une veste d'homme Autosport Product. Et c'est une marque qu'affectionnait tout particulièrement Wilder. Et cette veste n'était pas du tout à la taille de Tammy. Elle appartenait forcément à un homme avant. Et à cette époque, Wilder était déjà passionné de course automobile et il était un client régulier de cette marque. Et c'était souvent des passionnés de course automobile qui achetaient ses produits. Donc est-ce que ce serait pas la veste de Wilder qu'elle avait sur elle au moment de sa mort? Sans compter qu'à cette époque, Wilder possédait une arme compatible avec les munitions retrouvées sur la scène de crime de Tammy Jo. Et Tammy Jo correspondait parfaitement aux critères physiques que recherchait Wilder. Alors, lui aurait-il promis à elle aussi argent et succès? Peut-être. Aurait-il réussi à endormir sa vigilance, comme avec l'autre adolescente qui restait volontairement avec Wilder avant d'être tuée plus tard? C'est possible. Elle aurait eu froid, et pendant ce temps-là, il lui aurait prêté sa veste. Bref. Et Wilder est aussi suspecté dans la disparition irrésolue de Mary Opitz, 17 ans, disparue 2 ans plus tard. Nous sommes alors le 16 janvier 1981. Elle a disparu d'un centre commercial de Fort Myers, encore en Floride. Et la dernière fois qu'elle a été vue, c'était se dirigeant vers le parking. Et c'est là aussi une très jolie femme. Et tout comme le corps de Rosario et d'Elizabeth, celui de Mary ne sera jamais retrouvé. Et là, il y a beaucoup de choses qui collent, mais on n'est sûr de rien. Et une autre jeune femme va disparaître seulement 1 semaine après Mary Opitz. Et dans la même ville, à Fort Myers, en Floride. Il s'agit de Tina Marie Bibby. Elle avait 17 ans au moment de sa disparition et avait dit à sa sœur, quelques jours plus tôt, qu'un homme lui avait offert un job de mannequin. Et d'ailleurs, sa sœur sera la dernière à l'avoir vue vivante le 20 janvier 1981, soit 4 jours après Mary Opitz. Et là, comment ne pas penser à Wilder avec le témoignage de sa sœur? Les restes squelettisés de Tina Bibby seront retrouvés l'année suivante dans un sac en nylon vert, enterré dans une tombe peu profonde. À cause de la dégradation du corps, elle n'a pas pu être identifiée. Les causes de la mort n'ont pas pu être déterminées. Dans cette affaire, les enquêteurs pensent qu'elle connaissait peut-être le ou les tueurs, puisqu'il avait pris soin de lui couper le bout des doigts pour effacer ses empreintes digitales. Ce qui a été très efficace, puisqu'effectivement elle restera non identifiée pendant des années. Elle sera surnommée Jane Doe, et grâce à l'ADN, c'est en 2013, soit 32 ans plus tard, qu'on découvrira qu'il s'agit là des restes de Tina Bibby. Et il fait office de seul suspect dans cette affaire, et beaucoup considèrent que c'est bien Wilder le coupable. Dès que l'affaire de Tina Marie Bibby est évoquée, Wilder est évoqué aussi. Wilder est également suspectée dans l'affaire de Mary-Elizabeth Eyre, âgée de 18 ans. Elle a disparu le mois suivant la disparition de Tina Marie Bibby. C'était le 11 février 1981 et du même parking que Mary Opitz, la victime précédente. Son corps sera retrouvé toujours en Floride 4 mois plus tard. Elle avait été poignardée dans le dos et à cause de l'état du corps, il a été impossible d'effectuer des analyses concernant une éventuelle agression sexuelle. Puis en fin d'année, le 19 décembre 1981, dans des broussailles du côté de Palm, est découvert un corps, encore à ce jour non identifié, celui d'une jeune femme désignée sous le nom de Jane Doe du comté de Palm Beach. Donc nous sommes encore et toujours dans les environs de Miami, exactement là où Wilder a officiellement commencé à tuer. Et cette Jane Doe est morte d'une balle dans la tête. Et on sait que Wilder, il peut poignarder, il peut étouffer ou il peut tirer dans la tête. Puis, on arrive à l'année précédant la disparition de Rosario. C'est une autre mannequin en herbe qui a disparu, cette fois de Boca Raton, donc toujours en Floride, le 27 juin 1983. Il s'agit de Sherilyn Ball, une mannequin en herbe de 20 ans, dont le corps sera retrouvé en décomposition 4 mois plus tard. Et à cause de l'état du corps, encore une fois, les causes de la mort n'ont pas pu être déterminées. Et la pauvre Sherilyn restera elle aussi longtemps une Jane Doe. Elle sera identifiée en 2014 seulement, grâce encore une fois à l'ADN. Puis, une semaine après, c'est au tour de Tammy Lynn Lepert, 18 ans, de disparaître.
Elle a été vue pour la dernière fois vers 11h30 le 6 juillet 1983 à Cocoa Beach, en Floride. Elle se disputait alors avec un ami et la famille de Tammy Lynn Lepert a tenté une poursuite d'1 million de dollars contre Wilder avant sa mort, alors qu'il était en fuite, mais elle a abandonné la poursuite plus tard. Et donc la mère de Lepert, qui est agent de mannequin, c'est une certaine Linda Curtis, elle avait affirmé au moment où elle a déposé sa plainte que Wilder et Tammy s'étaient rencontrés sur le tournage de la comédie Spring Break de 1983 à Fort Lauderdale. Elle a aussi affirmé qu'ils s'étaient rendus dans le comté de Brevard, où Tammy Lynn vivait alors, afin d'essayer de la convaincre de se laisser photographier. Et Linda, la maman, s'est également souvenue d'un homme qui ressemblait fortement à Wilder, et ça, elle s'en rendra compte que plus tard, et bien que cet homme a visité son agence de mannequin à plusieurs reprises en 1983, et il était à la recherche de modèles. Mais Linda Curtis va déclarer plus tard que dans le fond, elle n'a jamais cru que Wilder était impliqué dans la disparition de Tammy. De toute façon, la police n'a pas été en mesure de relier Wilder à Tammy, et on aurait pu consacrer une vidéo entière à Tammy Lynn Lepert, et je pense qu'il y en a déjà des vidéos. C'est une disparition qui est étayée et célèbre, et Tammy Lynn Lepert est une habituée des concours de beauté et actrice en herbe qui avait joué entre autres un petit rôle dans Scarface, et qui a disparu donc le 6 juillet 1983 à l'âge de 18 ans. Donc la dernière fois, je vous le disais, qu'elle a été retrouvée, c'était à Cocoa Beach, une plage de Floride, sur un parking. Elle avait quitté la voiture de son amie et était partie. Et aujourd'hui, Linda Curtis pense que si sa fille est morte, c'est parce qu'elle savait trop de choses. Elle explique que les derniers jours avant sa disparition, Tammy était devenue paranoïaque. Elle était persuadée qu'on voulait la tuer, alors elle était prudente lorsqu'elle consommait de la nourriture. Elle ne buvait jamais dans aucune bouteille déjà ouverte et sa mère l'avait même emmenée peu de temps avant sa disparition se faire examiner dans un centre médical fermé dont Tammy a été libérée après 72 heures. Elle pense que c'est ce fameux ami, le dernier à l'avoir vu, qui était à l'époque impliqué dans un trafic de drogue, qui l'aurait tué parce qu'elle en savait trop. Et la police, après des recherches, ne considère pas à ce jour cet ami comme étant un suspect. Et vous l'aurez compris, le corps de Tammy n'a toujours pas, à ce jour, été retrouvé, et ce, 40 ans après sa disparition. Donc Wilder fait office de suspect. Mais est-ce lui, et était-elle pistée? Impossible de le savoir. Et Wilder fait office de suspect dans une autre affaire encore, celle de Lori Jane Kearsey, 22 ans, dont le corps avait été retrouvé flottant dans un canal de la ville de Davie, en Floride, toujours. Les enquêteurs pensent qu'elle est morte 2 jours plus tôt, le 16 février, des suites d'une strangulation. Mais ça, les policiers vont l'apprendre bien plus tard, puisque Lori Jane est elle aussi restée non identifiée pendant des décennies. Et sa disparition n'avait été déclarée que bien des années plus tard. Puisque au moment de sa disparition, son mari, un mafioso notoire, des amis à elle, ainsi que des membres de sa famille, ont pensé qu'elle avait simplement quitté l'État. Peut-être justement pour fuir son mari avec qui elle était en conflit. Et malheureusement, ses proches ne déclareront sa disparition qu'en 2001, lorsque Lori n'est pas venue aux funérailles de sa sœur adorée, alors morte tragiquement dans un accident de voiture. Et ça, pour eux, c'était la certitude que non, elle n'avait pas fui, qu'elle a probablement connu un sort bien plus grave. Et comment croire à la fuite, puisque cette jolie blonde était alors mère d'une petite fille de 5 ans. Et elle adorait sa fille. Son mari, quant à lui, a déclaré, parce qu'il a été interrogé, qu'il pensait qu'elle l'avait quitté. J'imagine mal une maman fuir alors qu'elle est aussi proche de sa fille. Mais bon, Wilder fait office de suspect, mais ce n'est pas le seul. Comme son mari trempé dans des affaires louches, qui sait? Mais sachez que Lori Jane a disparu seulement 10 jours avant Rosario, et dans son périmètre de chasse. Impossible de le savoir, cette affaire, comme les autres, sont encore à ce jour irrésolues. Et enfin, et oui, enfin, on arrive à la fin. Wilder est le principal suspect dans la disparition de Colleen Emily Orbson, âgée de 15 ans, qui a disparu après avoir quitté sa maison de Daytona Beach le 15 mars 1984. Et là, Wilder est déjà en pleine vague frénétique de meurtre. La pauvre a raté le bus scolaire le jour de sa disparition. Elle a décidé de sécher l'école pour aller assister à un concert qui avait lieu sur la plage de Daytona. C'était à l'occasion des festivités du Spring Break.
Et Wilder séjournait justement dans un motel de Daytona Beach à ce moment-là. Et oui, il était venu là, à mon avis pas par hasard, en plein spring break, il a dû se dire c'est bon, je vais avoir toutes les adolescentes du pays à portée de main. Sachez, concernant Colleen, que son corps a été découvert quelques semaines après sa disparition, le 6 avril 1984, alors partiellement enterré près d'un lac dans le comté d'Orange, en Floride. Voilà, le médecin avait bien constaté qu'on était en présence d'un homicide. Il n'avait trouvé aucune trace de fracture, a conclu que ça ne pouvait pas être Colleen, parce que, selon ses proches, elle s'était cassé le bras quelques années avant et le corps ne présentait aucune trace de fracture ancienne. Ce qui fait que ce corps est resté non identifié jusqu'en février 2011. Il le sera grâce à des tests ADN. Et ce qui fait que Wilder est plus que suspect dans cette affaire, c'est que Colleen correspond déjà à son type de femme, mais aussi et surtout parce qu'un ami à Colleen a affirmé qu'au moment de sa disparition, un homme ressemblant fortement à Wilder lui avait offert $100 pour poser pour des photos. Mais rien ne la reliant à Wilder n'a été découvert par les policiers qui continuent malgré tout de le considérer comme le principal suspect dans cette affaire. Et c'est 3 jours seulement après la disparition et le meurtre de Teresa. Donc à ce jour, les policiers pensent que c'est lui, en tout cas concernant cette affaire. Voilà, la liste est enfin terminée. Et donc, si ne serait-ce qu'une partie de ces morts et disparitions dont je viens de vous parler, celle où il est utile de considérer les choses au conditionnel, ça voudrait dire qu'il aurait commencé à tuer au sortir de l'adolescence et alors qu'il était en Australie. Ce qui fait qu'il aurait tué bien plus que 8 personnes. Et les autorités pensent à ce jour qu'on est effectivement loin du nombre réel de victimes. Voilà, c'était l'histoire d'un tueur en série, comme je vous le disais, incroyablement prolifique, qui avec ses promesses de mannequinat et sa fortune, a pu faire un nombre hallucinant de victimes. Almost 7 years ago, I got into a fairly heavily did the East Coast circuit in sports car class for a couple of years. I like sports cars. Done a little bit of motor racing. Haven't done it in recent years, but did the circuit about 7 years ago. I got into it fairly heavily and did the East Coast circuit in sports car class for a couple of years. And since then, I've gotten away from that completely again as well. I want to date. I want to socially meet and enjoy the company of a number of women. I would like to, again, see depth, sincerity, a long term, but not right at this very moment, jumping into a marriage basis by any means. I am single, have not been married before, and in the same token, I would like to see a family one day. Et il n'aurait jamais pu être aussi prolifique s'il n'avait pas mis en place ce redoutable mode opératoire qui consistait à s'en prendre à de jeunes filles et à de leur faire miroiter une carrière dans le milieu ô combien attractif, qui est celui de la mode, du moins pour nombre de jeunes filles. C'était cruellement efficace. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette folle et longue histoire, à liker la vidéo si vous avez aimé notre travail, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les YouCrime Sisters, à nous écouter également sous forme de podcast. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis. Et je l'espère moins longue.